4 previews. En 4 jours et après un match. J'ai pas eu la place de T'aurais mettre pu tout. rajouter dans le gros logo quand même là, franchement. J'aurais C'est pu pas précis, mettre hein. ça. Ouais, je sais. On s'installe tranquillou. Comment ça va, Alex? Bon écoute, comme un lundi. C'est quand même le meilleur jour de la semaine aujourd'hui. Exactement. Vous avez été nombreux à voir notamment le petit Top 10 All Time. Oui, on sait, la preview elle est pas sortie ce week-end, mais c'est pas grave, il y avait 2-3 autres choses sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On vous remercie pour votre patience. Et on avait mieux à faire. C'était dimanche, on avait mieux à faire. Voilà. C'était C'est le qu'on a des premier problèmes avec ça. Voilà. C'était le premier. Faut faire des previews. Tout à fait. Mais on apprécie énormément votre passion, hein, parce qu'on a eu beaucoup de messages. Hein, je pense que c'est la bonne manière de Il y dire a les des choses. gens, ils ont passé un mauvais dimanche. C'est à complètement, cause de nous. complètement. Mais qu'est-ce que vous branlez, putain, les mecs? C'est pas possible, quoi. Vous êtes... Mais les gars, soyez pertinents, Bah quoi. ouais, bah ouais. Bon, enfin, c'est que de la Mais on love. va vous le l'être savez. là, on va l'être maintenant. Mais après un match. Exactement. Pertinence et expertise. Et d'ailleurs, on a été bon, 4 prévus en 4 jours. Vendredi, ça, c'est en samedi, 4 jours. dimanche, lundi. Et hop, Tout à bim. fait, tout à fait. Vous étiez prévenus, du coup on va faire un classique, hein, évidemment, vous le savez, hein, avec les dynamiques des équipes, un peu modifiées, puisqu'on a eu un game qui a eu lieu ce dimanche soir, et quel match, on va y revenir ensuite. Alex, on sortira le petit hashtag. Exactement, tactico-technique. Yes sir, pour parler d'un point tactique sur le terrain, sur le rinté. Ensuite on sortira les jumelles pour avoir un joueur à surveiller, Voilà, on c'est terminera avec... Le pronostic, l'avenir, voilà. Donc ceux qui n'ont pas eu leur preview hier et qui sont pressés, ils peuvent aller tout de suite à la fin de cette vidéo pour connaître le résultat de la série. Voilà. Et pour les fans des Warriors très confiants, sachez qu'on a bien mis 4-0 Golden State. Bien sûr, évidemment. bon. Bah, ils ont gagné le premier de toute façon. Puisqu'on doit toujours, Alex, faire des conclusions dès le Game 1. Hein. Surtout les Game 1, ouais. Comme dirait Brooklyn. On va pouvoir justement démarrer tout de suite avec la dynamique des deux équipes. Très rapidement, Alex, comme on le disait là avant de démarrer la vidéo. Bon, la dynamique des deux équipes avant que la série elle démarre. Golden State fait le travail calmement contre Denver, on peut le dire. Golden State avait, moi je trouve, une meilleure dynamique en entrant dans la série que Memphis. La meilleure dynamique de la conférence Ouest. Ouais, donc tout à fait. Et alors que Memphis avait quand même un peu galéré face aux Wolves, ils ont dû faire péter des gros comebacks dans des matchs qui étaient mal engagés. Yep. Ils se sont fait malmener par les loups du Minnesota. Ils s'en sont sortis 4-2, propres, en allant gagner le match 6 à l'extérieur avec un gros comeback d'ailleurs. Donc mentalement, on a bien vu qu'ils étaient prêts. En termes de discipline et de tactique, on a vu qu'il y avait parfois des errements et qu'il pouvait y avoir des petits trous d'air côté Memphis. Bien sûr. Les trous d'air, ils ne nous avaient pas trop habitués à ça pendant la régulière, mais là, force est de constater qu'il y en a eu dans ce premier tour. Ça sera l'occasion peut-être d'en reparler et de les mettre en perspective dans cette preview dans le cadre de cette demi-finale de conf. Ouais. Mais ouais, clairement, il y avait, en arrivant dans la série au Game 1 hier, il y avait un avantage de dynamique pour les Warriors, clairement pour moi, quoi. Enfin, je sais pas toi, Ah bah bien sûr. Non mais comme je le disais à l'instant, c'est l'équipe de la conférence Ouest à la fin du premier tour qui avait la meilleure dynamique. Les Warriors sont sortis contre Denver en disant les gars, je sais bien qu'il y a Phoenix et Memphis au classement général devant nous, mais oh, d'accord. Oh, Curry, comme tu le dis. Curry était revenu. Qui a été revenu, défense, Jordan Poole jouait comme Michael Jordan. défense sérieuse, collectif, un coup c'était Clay, impeccable. un coup Poole, un coup Curry, enfin bref. C'est ça. Donc c'était non impeccable. C'est vrai que Memphis nous a fait un petit peu peur, mais il fallait tout de suite enchaîner parce que on va utiliser cette section dynamique des deux équipes pour faire le débrief un peu de ce Game 1. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler un peu dans les cafés, mais c'est l'opportunité de pouvoir te tendre un peu le mic et qu'on puisse en reparler, Alex, parce que on a vu ce match hier soir, le dimanche, à 21h30. On était à Memphis qui devait tout de suite rebondir. Vendredi, ils avaient terminé les Wolves et il fallait tout de suite rentrer à la maison pour jouer assez tôt les Warriors. Je sais même pas par quoi commencer tellement ça a été fou. C'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit quand on revient sur ce Game 1 ? Le gros rythme. Ça va. Gros rythme. C'est peut-être le premier truc qui me vient à l'esprit parce que juste avant, on venait de se faire Milwaukee-Boston. On aura l'occasion d'en reparler. C'était une ambiance différente, on va dire. Hein. T'es d'accord, hein? C'était un peu moins chaleureux. C'est-à-dire qu'on est passé d'un match où il n'y avait que des mecs de 2m7 à un match où il n'y a que des mecs d'1m95. C'est ça. Dans le 5 majeur, marrant. Gary Payton, Ouais. en ailier. Donc, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est clairement le rythme, parce qu'on sait que Memphis, à la maison, ils aiment bien mettre beaucoup de rythme, mettre une grosse pression, une grosse intensité à l'adversaire. Et on sait que Golden State, ça leur fait pas peur. Et notamment en fin de 3e, 4e, quand Jaren Jackson Jr. a commencé à se prendre pour Kevin Durant, enfin le Kevin Durant, pas celui de la série des Nets, mais enfin des Celtics Nets, mais celui d'avant.
Ça leur a pas fait peur à Golden State, ils ont commencé à répondre, un coup Curry, un coup Clay, un coup Poole, vas-y qui prend feu, enfin tu vois, donc au niveau du rythme, voilà, on finit sur un 116-117 dans le temps réglementaire, ultra serré, avec quand même des défenses tactiques et bien organisées, comme tu l'as dit, Gary Payton 2 dans le 5 majeur, Draymond qui se fait expulser avant la mi-temps, enfin, il s'est quand même, en termes de dramaturgie et d'intensité, il s'est passé beaucoup de choses aussi dans ce match. Ouais, le rythme, c'est le premier truc que je retiens. Ouais, c'est pas le seul évidemment, mais c'est le premier. Et toi, c'est quoi? Ouais, c'est le premier. Non, bah, moi évidemment, la planète basket a passé la soirée et même la matinée à débattre de cette faute de Draymond et de savoir si c'était excessif comme expulsion ou si c'était logique. L'arbitrage, ça a été le premier terme. Quelque part, j'ai envie de dire c'est triste parce que quel Game 1. On a eu un match complètement dingue. C'est triste d'avoir un trio dont on doit parler quelque part parmi les premiers sujets. Moi, j'ai préféré clairement me focus sur d'autres choses. J'ai trouvé qu'on démarrait les demi-finales, Alex, mais là sur un rythme. Parce que certes, Milwaukee-Boston, on en reparlera, mais... Ça a joué moins vite quand même. Ça a joué moins vite. Mais est-ce qu'on est d'accord, on peut dire... Le niveau a monté d'un cran, là. Je crois que par rapport au premier tour, on vient de monter d'un cran, là, en un dimanche. Et c'est ça, moi, qui m'a... Le TD Garden, il a avalé de travers, hein. Tout à fait, mais du coup, de voir là avec Golden State Memphis, de voir la hausse du niveau, c'est-à-dire que là, Golden State, clairement, no disrespect envers Denver, mais waouh, ça a monté d'un cran. C'est-à-dire que là, même quand tu veux essayer d'avoir de l'espace, t'en as pas trop. Même quand t'as l'impression que tu vas t'en sortir face à des jeunes, il y a toujours des réponses en face. Et donc, moi, j'ai été impressionné par l'abnégation des deux équipes, par ce finish qui est complètement incroyable, par le stop défensif des vétérans, des patrons, hein. Ce que fait Klay Thompson à 3 points, ce que fait Stephen Curry sur 2 stops défensifs, c'était assez Curry énorme. qui met des contres en chase down. Vas-y, sur Jamorant, le mec, les gars, c'est qui le patron? Enfin, moi j'étais assez impressionné, mais je sais pas ce que... Qu'y a-t-il? Ah non, c'est dans mon ordinateur, j'ai du son. Est-ce que vas-y, continue. Il n'y a pas de souci, tu t'entends la musique de ESPN. Non, ce que je disais, c'est, je sais pas ce que tu en penses, mais souvent on rappelle que ces Game 1 sont des matchs où en fait on entame la série, on se renifle un peu et ensuite il y a des ajustements au Game 2. Et on a déjà eu des Game 1 mais complètement dingues. On en a reparlé sur ce premier tour de playoff avec ce qui s'était passé entre Boston et Brooklyn. J'ai l'impression d'avoir juste profité du Game 1 et là c'est peut-être un peu dur, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment démarrer la série. C'est-à-dire qu'on a eu un énorme démarrage avec le Game 1, mais là, ça y est, le ton il est donné, et maintenant on va voir les ajustements. Oui, alors maintenant on va voir les ajustements, mais la série, elle a bel et bien déjà démarré. Elle a bien démarré, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, le match 1, il est perdu pour Memphis, et Golden State a récupéré l'avantage du terrain, en jouant toute la deuxième mi-temps sans Draymond Green. Pardon. Bien sûr. Donc, si t'es Golden State, tu sors de ce match, d'ailleurs... Tu l'as vu comme moi, Draymond en tenue de ville avec des jolies petites lunettes de soleil de rappeur qu'attendaient ses poteaux dans le tunnel. Les embrassades, c'était des embrassades de yes. Bien sûr. Bien joué les gars. Genre yes. C'est strength, bon, c'est strength in numbers, bien sûr. T'es d'accord. Non mais donc, je reviens pas là-dessus. Hein. Ouais. Pardon. Non, mais vas-y. Du coup, en termes de dynamique, ça nous emmène à déjà Memphis, grosse pression tout de suite sur le match 2. Grosse, énorme. Bien sûr. Tu peux pas le perdre. Tu peux pas être mené 2-0 en enfilant à Golden State, c'est inenvisageable pour Memphis. Non. Donc pression, la première fois pour eux, puisque contre les Wolves ça a été toujours un peu différent. Si tu veux, oui, ils ont perdu le premier. Perdre le Game 1, hein. Oui. Perdre le Game 1. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout. C'est pas la même équipe, c'est pas la même. Mais bien sûr. Non, attention. Mais bien sûr. Ce que je voulais dire par la série démarre vraiment, c'est que évidemment, c'est une vraie claque dans la gueule pour Memphis qui démarre sa série en se disant, ok, on joue contre des multiples champions où tu sens que tu fais une erreur, ta marge d'erreur elle est infime. Tu vas te faire sanctionner quoi qu'il arrive. Et même quand tu penses les avoir mis un petit peu dans le corner, ils trouvent toujours une feinte. Eux, ils en font, ils paniquent pas. Parce que Draymond, je sais pas toi, mais moi, Draymond qui se fait expulser juste avant la mi-temps avec tout son cinéma, son machin. On peut parler de l'arbitrage. Et moi, je suis pas, voilà, j'aime pas. Ça me fatigue de parler, de rester trop longtemps sur l'arbitrage. Ouais, moi aussi, je me connais. Là, j'ai envie de te la faire courte. Ouais, c'est une erreur d'arbitrage. D'où l'expulser pour ça. Ah, mais il y en a eu. D'accord. Il y a celle-là qui est. Mais bien sûr, celle-là, elle pèse lourd. Celle-là. C'est un emblème de toute la soirée arbitrale qui était nulle à chier. Elle pèse bien lourd. Ouais. Mais Golden State. Deuxième mi-temps en entier sans Draymond Green, il n'y a pas une once de panique.
Non, bien sûr. Le seul élément que je voulais remettre en avance par rapport à ce Game 1, c'est que à 2 possessions près, cette section elle est totalement différente. C'est-à-dire que Memphis a vraiment plusieurs balles dans le chargeur pour gagner. Tu perds d'un point. C'est ce qui fait aussi que la réaction de Draymond elle est énorme en sortie de tunnel, c'est que Golden State a le sentiment, quand tu voyais les mecs, t'as l'impression que Klay Thompson il vient de terminer la série, t'as l'impression qu'ils viennent de gagner un Game 6, parce qu'ils savent que c'était important de remporter ce match, mais aussi parce que putain, il y a de quoi ça te fait peur du côté de Golden State. Là tu sens que Memphis en fait, c'est pas juste des petits gamins, les mecs là tu sens qu'ils vont être capables de prendre ce genre de challenge, et ok, on perd d'un point, mais attention, il y a des mecs en face, t'as quand même de la marge aussi, il y en a qui ont pas fait leur boulot, quand tu vois les matchs qu'ont fait Dillon Brooks et Desmond Bane notamment, tu dis putain, attention, il faudra se ramener encore plus sérieux. Par contre, il y en a qui ont bien surperformé. 33-10, Jaren Jackson Jr., je leur souhaite. Mais bien sûr, mais comme Jordan Poole a joué, comme Curry aurait dû le faire, et Klay Thompson, etc. Clay, c'est pas des bons pourcentages alors qu'on sait, et en plus ils n'ont pas de Draymond au deuxième mi-temps. Donc je trouve qu'en termes de dynamique, ce match 1... Et il va y avoir tous les ajustements derrière. Tyler Jenkins, moi j'ai pas du tout aimé son début de quatrième quart, j'ai pas trop compris. Le line-up qu'il a foutu sur le dernier quart. À ce moment-là. Et je suis sûr qu'il va se remettre en question parce qu'il nous a montré tout au long de la saison qu'il était capable de s'adapter et tout. En face, il y a Steve Kerr. Steve Kerr, il va voir venir ce genre de choses et ça va réfléchir. Ils auront Draymond pour la suite de la série. Enfin, il y a plein de choses qui, forcément, et je suis d'accord, Ja Morant, il a le lay-up de la gagne. Enfin, il y a plein de choses. 2 lay-up de la gagne, même. 2, ouais, tout à fait. Et il y en a un qui est contré par Curry et l'autre qui ne rentre pas. Et Golden State a arraché ce match. C'est ça. Au-delà même du talent, il y a le talent de Jordan Poole, mais le talent de Curry et le talent de Thompson n'a pas été tant que ça mis en avant dans ce match. Ils n'ont pas été forcément très bons au tir, ni l'un ni l'autre et tout. Par contre, c'est vrai qu'ils ont su imprimer le rythme et garder l'équipe dans le match en termes d'expérience, de comment tu motives les autres, comment tu te donnes, Curry qui contre, Klay Thompson qui se jette au sol pour arracher des ballons et tout. Quand les patrons, on le sait, on l'a déjà dit 20 fois tous les deux, ça, des centaines de fois même, quand les patrons ils se donnent comme ça, tout le monde suit. Et du coup tu profites du talent de Jordan Poole qui est quand même assez hallucinant en sortie de banc. C'est lui qui doit avoir le ballon des Game 1. Sortie de banc. Mais 31 points, je crois, c'est ça, ou 31 ou 33 ou 31 points. Il a été énorme sur toute la durée du match parce que Golden State n'aurait pas survécu à cette soirée sans les coups de chaud de Jordan Poole. C'est sûr, Golden State chope ce Game 1 et donc a une dynamique qui est meilleure que celle de Memphis. La pression est dans le camp des Grizzlies, mais on va voir justement ce que ça donne avec les premiers ajustements. Et ils sont tout à fait capables, Memphis, de revenir dans la série. Parce qu'il y en a plein qui ont posé la question en disant « Oh là là, ça y est, c'est terminé, Golden State va revenir à la maison, il y aura 3-1, etc. » Pop. Doucement. Ils peuvent gagner là-bas. Ils peuvent gagner là-bas, totalement. C'est ce que je disais notamment hier, tout à fait. C'est dans le sens où on est, puisque pour terminer cette dynamique entre les deux équipes, Alex, on est sur 2 équipes aussi qui ont un historique. On parle du Play-in Tournament de l'année dernière. On parle notamment de Andre Iguodala versus Dillon Brooks. On a beaucoup de retrouvailles dans cette série et Memphis n'a pas peur de ce challenge. Ils l'ont déjà montré par le passé. C'est pas le même bestiau, c'est sûr. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont attendu cette série parce qu'il y a eu jusqu'ici des rencontres exceptionnelles entre ces deux franchises et le Game 1 ne fait que le rappeler en fait. Exactement, c'est exactement ça, et ça joue à un niveau incroyable parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les petits jeunes en face de Memphis, ça leur fait pas peur, Ils sont prêts à accepter le challenge, ils ont d'autres armes, on va y venir dans le tactico-technique, mais c'est clair que athlétiquement Golden State a souffert, surtout avec la sortie de Draymond, donc c'est des choses sur lesquelles les Grizzlies doivent s'appuyer pour tenter de les exploiter par la suite, et ils ont encore plein de choses à faire, mais c'est vrai que faut faire gaffe aussi mentalement à comment ils vont réagir, par rapport à cette défaite là dans le Game 1 qui peut peser lourd. Qui peut peser lourd, ça peut faire tout à fait une Brooklyn où en fait tu as pris tellement cher sur le Game 1 émotionnellement qu'après tu n'arrives pas à te relever. On verra quand Memphis va se redresser dès le Game 2. On va sortir le hashtag ? Allez, tactico-technique. C'est l'heure du point tactico-technique. Vous étiez nombreux à l'attendre et vous avez vu sur ce Game 1 pas mal de choses. Du coup, mon cher Alex, quel est le point tactico-technique que tu souhaites mettre en avant sur cette série entre Warriors et Grizzlies ? Un point qui me semble très important, notamment pour les Grizzlies, s'ils veulent vraiment mettre en difficulté les Warriors et appuyer là où ça fait très mal, c'est l'utilisation de leurs grands.
On a beaucoup dit que Draymond avait super bien défendu sur Jokic dans la série et tout. Bon, ils n'ont pas de grand vraiment à la Jokic, hein, nos amis les Grizzlies. Hein. Bah, de toute façon, qui a vraiment un grand comme ça? Mais oui, Jokic a été plutôt bien défendu. Mais enfin, Jokic, il a fait, je sais pas moi, 32, 13, 6, hein, je crois, hein, quand même de moyenne. Hein. Donc, il a quand même mis une bonne grosse rate. Après, c'est Jokic. On a vu... Et moi, il y a un truc qui m'a pas mal saoulé hier. On a vu que Jaren Jackson Jr., notamment, Brandon Clark, lui aussi, dès qu'il... Tillman, il n'a pas joué beaucoup de minutes et je pense que ça va être compliqué pour lui cette série, donc je le compte pas vraiment. Mais Jaren Jackson Jr. et Brandon Clark, deux postes 4-5 bien athlétiques là, dès qu'ils se sont excités au hustle, ils ont gratté du rebond dans tous les coins, du rebond offensif et tout, ils sont capables. Ouais, mais au final, c'est Golden State qui a pris le plus de rebonds dans ce match. Et bien donc, sûr. Du coup, il y a le paramètre utilisation des grands pour Memphis, qui est très important. Je suis très content pour Jaren Jackson Jr. que l'autre, il se mette à envoyer des banderilles à 3 points et que tout fasse filoche, là. Mais ça, c'est pas du sur à tous les matchs. Dans le cas où ça commence à pas rentrer, au game 2, au game 3, je m'en fiche en fait, tu vois. J'adorerais que Memphis ait la présence d'esprit de se dire rapidement genre oh, ok, tu sais quoi, viens poser des écrans et roule vers le cercle. Parce que quand il roule vers le cercle, si Ja Morant ou Desmond Bane ou qui voulait, qui a la balle en main, dit Anthony Melton ou quoi, envoie des ballons un peu en l'air, il y a personne qui va pouvoir empêcher des Jaren Jackson Jr. et des Brandon Clark d'aller jouer au-dessus des cercles. Non. Kuminga est athlétique, Draymond ça va encore, Wiggins, tout, mais ils sont plus petits, ils sont moins gros. Enfin, donc pour moi, il y a une vraie clé en termes d'utilisation du jeu au-dessus et en dessous des deux cercles qui passe par du Brandon Clark et du Jaren Jackson on n'attend pas d'eux forcément du scoring dans le périmètre. S'ils mettent des 3, notamment Jaren Jackson, tant mieux, pas de problème. Mais en fait, on attend d'eux... Enfin... J'ai l'impression qu'il leur faut 12-13 rebonds chacun en fait dans l'absolu et tu vois, et que les ailiers se donnent aussi un peu plus. Les ailiers des Warriors ont beaucoup dominé le rebond et ça c'est quelque chose qui va coûter cher aux Grizzlies. S'ils laissent trop les Otto Porter Jr., les Kuminga, les Wiggins venir leur gratter tout le truc, et donc ça passe par les Dillon Brooks ou Kyle Anderson ou ces gars-là là, qui sont dans les ailes des Grizzlies, mais ça passe aussi par est-ce que Jaren Jackson et Brandon Clark peuvent être un peu dans cette série très small ballisée finalement, est-ce qu'ils peuvent être les darons, les patrons un peu de sous les cercles? Je suis d'accord, et d'ailleurs il y a pas mal de fans de Golden State qui sont venus nous voir et me voir sur les réseaux sociaux en disant oui, attends, au début vous parliez du fait qu'on se faisait tabasser au rebond offensif, au final il y en a autant de part et d'autre parce qu'il y a 16 rebonds offensifs de chaque côté. Au tout début du match, quand Memphis justement impose son rythme et ce jeu dense comme tu en parles là, on a vu du post-up de Jaren Jackson Jr. sur Andrew Wiggins. Wiggins ne peut rien faire. Non. Et ces gars-là ne peuvent rien faire. Et Brandon Clark a fait du Tyson Chandler au rebond, c'est-à-dire qu'il faisait du volleyball dans tous les sens pour provoquer des deuxièmes chances, je suis d'accord avec toi. Si Memphis appuie là-dessus, ils pourront rien faire en face. Si Jaren Jackson Jr. est trop amoureux du tir à 3 points et ne va pas assez punir à l'intérieur, attention en effet, comme tu le dis, au soir où ça les soirs où ça rentre pas, attention à ça. Mais bien sûr, c'est complètement ça. Et je trouve que en première mi-temps, Memphis avait pas mal fait le taf, et en deuxième mi-temps, je pense que les Warriors ont corrigé le tir, ont fait attention au rebond, et Jaren Jackson Jr., vu qu'il s'est mis à enfiler les banderilles, il a un peu oublié le secteur intérieur. Ça s'est un peu écarté, ouais, tout à fait. Et il y a d'autres copains qui en profitent au rebond, parce que quand tu as 3 rebonds offensifs pour, je crois, pour Jordan Poole, 4 pour Gary Payton 2 ou 2 pour Andrew Wiggins, ça veut dire qu'il y en a un qui n'a pas fait le boulot aussi. Après, c'est un boulot collectif. Parce que comme tu l'as dit, il y a des garçons, là tu parles de Brandon Clark, mais il faudrait peut-être aussi que Dillon Brooks ou d'autres aillent sortir les muscles au rebond. Faut faire les écrans sur Wiggins et sur Kuminga, hein, parce que s'ils arrivent lancés, tes intérieurs peuvent rien faire. Non mais ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est parce que c'est un point sur lequel on sous-estime souvent les Warriors, on sous-estime souvent le fighting spirit de ces mecs. Ouais, et quand tu regardes un match comme hier, en fait, même en l'absence de Draymond, oui, Gary Payton 2, là t'as cité son nom, il y va, il envoie, il y va au combat. Kevin Looney, quand il rentre, il va au combat. Otto Porter Jr., mine de rien, il s'est bien battu au rebond. Et Kuminga Wiggins, ce sont des surathlètes les deux. Donc en fait, ça te fait beaucoup de mecs
Alors certes, ce sont pas vraiment des intérieurs, mais ça fait beaucoup de mecs en fait qui viennent et qui viennent participer, prendre beaucoup de place au rebond. Et Ouais, je suis ça, d'accord. c'est à mon avis un point clé dans la série pour les Grizzlies. Tout à fait, c'est une des clés quand tu vois des lignes de pénétration qui peuvent être plus ouvertes, parce que c'est comme tu le dis, c'est les bigs et en même temps c'est tout ce qui se passe sous les arceaux, parce que on a vu là des pénétrations au finish de Ja Morant qui sont stoppées soit par Klay Thompson ou soit par Stephen Curry. Normalement ça doit être aussi des rebonds offensifs qui doivent être pris notamment par les Grizzlies parce qu'ils sont plus grands. On va voir tout à fait ce que Jaren Jackson Jr. et Brandon Clark peuvent donner. Tu peux faire des séries de malades en fait à l'intérieur parce qu'en face c'est malin mais c'est pas aussi grand quoi. C'est clairement ça. Il n'y a pas de pivot, il y a Kevin Looney un peu, mais bon, il n'y a pas vraiment de protecteur de cercle ou de pivot. Eux, veut dire, Jaren Jackson, il le protège son cercle. Ouais. Et Brandon Clark, il est capable aussi. Tout à fait. Non, je suis d'accord. À eux de dominer sur ce terrain, je pense que c'est très important. Je suis bien d'accord. Évidemment, j'ai un petit point tactico-technique à vous filer. Moi, je vais me concentrer sur les bancs. Les bancs, parce qu'on sait qu'on a des gros 5 majeurs, où il y aura aussi des petits ajustements de la part de Jenkins et de Steve Kerr, mais on va avoir les productions de part et d'autre, mais la bataille des bancs, qui va remporter cette bataille des bancs? Parce que sur le Game 1, t'es Memphis, tu te dis, mais formidable, on a encore un Brandon Clark qui est dans la continuité de son premier tour, on a Melton qui fait une super rentrée, on a eu quelques bons services de la part de Tyus Jones, Kyle Anderson, ça a été compliqué, mais Memphis peut potentiellement sur le papier se dire... il faut qu'on remporte la bataille des bancs. Et quelque part, j'ai envie de dire, pour que eux résistent dans cette série, il faut qu'ils remportent la bataille des bancs. Le problème, c'est que hier, ils tombent sur qui? Jordan Poole, le mec, il te met 31 points. Alors, je ne sais pas combien de temps il va tenir dans cette série à ce rythme-là, mais hormis Jordan Poole, j'aime bien Kevin Looney, j'aime bien Kuminga ou Otto Porter, mais c'est peut-être pas forcément aussi deep, tu vois ce que je veux dire, par rapport à Golden State. Ils ont une profondeur, hein, les Warriors, mais je pense que Memphis a un coup à jouer là-dessus, c'est sur la production du banc tous les soirs. Normalement, ils doivent être en mesure d'avoir cette match-up de leur côté. Tu penses à qui là? Tu penses à Clark? Je pense à Clark, comme j'ai dit, à Melton. Je pense à Clark, à Melton, à Tyus Jones et à Kyle Anderson. Ces 4 gars-là, que ce soit dans leur régularité, dans leur performance et dans leur style de jeu, ils sont tout à fait capables d'entrer dans cette série et de dire tous les soirs, les gars, il faut qu'on remporte cette match-up. Memphis ne peut pas se permettre à la fin de la série de se dire putain, sur je ne sais combien de matchs, on s'est fait éclater la gueule par le banc adverse. C'est pas possible. Jordan Poole a été énorme. Est-ce que Jordan Poole va pouvoir garder ce rythme tout au long de la série? Est-ce que les minutes de Kuminga qui ont été assez bonnes quand même avec du fight hier vont rester les mêmes? Est-ce que Otto Porter Jr. va commencer à rentrer des 3 points? Toutes ces choses-là font que je vais être hyper intéressé par, au-delà des 5 majeurs, les joueurs qui rentrent dans la partie et font la différence. Je comprends, ouais, je suis complètement d'accord. Après, pour rebondir sur ce que tu as dit, le banc des Warriors, bon, t'as Poole, évidemment. Poole, ça sera peut-être pas Michael Jordan tous les soirs, mais bon, il a montré aussi qu'il pouvait être très dangereux. Ensuite, je trouve qu'ils sont très forts pour trouver l'équilibre dans leur trio de ligne arrière, c'est-à-dire que Poole, là, comme par hasard, fait un grand match quand Curry et Klay sont un peu moins dedans au shoot. Donc ça, là-dessus, ils sont forts. Et après, sur leur banc, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé les séquences de Kuminga et d'Otto Porter vachement intéressantes. Ben c'est ce que je disais, ils se sont battus en fait. Battus, et tu vois, Otto Porter, par exemple, bon, il a pas mis dedans, mais il a eu des vrais tirs ouverts, et on sait qu'il peut mettre dedans. Ouais, c'est comme je disais à l'instant, c'est s'il met ses 3 points dans la série, ça va faire mal. Ça va faire mal, mais tu vois, tu parlais d'un point à un moment tout à l'heure sur cette espèce de séquence de début de 4e quart-temps où Taylor Jenkins met un 5 un peu bizarre, c'est sur le parquet. Il y a eu un moment où on s'est regardé, on a fait genre, c'est ce jeu d'échecs là dont je parle. C'est-à-dire, c'est vrai. À tel moment de la partie, est-ce que tu vas faire rentrer les bons joueurs? Comme par hasard, en fait, Kuminga et Porter et Poole sont rentrés au bon moment. Looney aussi est rentré au bon moment parce qu'en début de match, tu as fait genre, ok, on a joué en mode mini-moy, mais là maintenant, on va faire rentrer Looney pour revenir dans la partie, pour essayer justement de boxer les grands en face. C'est un jeu d'échecs entre Jenkins et Steve Kerr, et les grands entraîneurs savent comment utiliser leur banc et quand faire rentrer leurs joueurs. Il faut que Jenkins réponde parce que hier soir, je trouve qu'il s'est fait battre à ce jeu-là. Et donc pour toi, le banc des Grizzlies devrait être capable de outplay le banc des Warriors, ouais?
je pense que c'est pas du tout contre Golden State que je dis ça, mais que sur l'intégralité de la saison régulière, Memphis a montré qu'ils étaient ultra deep et que donc ils pouvaient compter sur tout. On a parlé 150 fois du fait qu'ils avaient ce bilan sans Ja Morant, qu'ils étaient capables de rentrer des runs de malades, alors qu'il y a certains garçons qui sont absents. Ils n'ont pas eu du Dion Brooks, ils n'ont pas eu du Ja Morant, ils n'ont pas eu certains joueurs. Ils s'ajustent, ils se permettent. On va pas utiliser Steven Adams parce qu'on s'en fout en fait. Là, on a entré du Tillman pendant 13 minutes, comme tu l'as dit. Je pense pas qu'il va faire une grande série, mais ce que je dis juste, c'est que si Memphis veut vraiment être à la hauteur de ses ambitions, tu ne peux absolument pas finir les matchs à chaque fois en regardant la feuille en disant « Eh merde, on s'est fait taper sur la bataille des bancs ». Parce que les 5 majeurs peuvent se répondre en fait. Les 5 majeurs peuvent se répondre. Bane peut offensivement répondre à Clay, Ja peut offensivement répondre à Steph, et les autres role-players peuvent aussi tenir la tête au front de courte, tu vois. Non, mais je comprends bien, ça se défend bien. Hein. Donc je trouve que le banc va devoir faire la différence pour Memphis ou pour Golden State. Si Jordan Poole il fait cette série-là, on va regarder, on va faire bon. Si Jordan Poole il tourne à 30 points par match, ça c'est sûr que ça va être relou pour les Grizzlies. Hein, ça. Il y a un agent qui va se marrer, comme on dit. On est bien d'accord, c'est clair. 25 millions sur 4 ans, t'es à taré toi. Oh le Supermax, c'est marrant ça. C'est marrant, c'est un franchise player. Hein. Exactement, on verra ce qui se passera de façon cet été, ce sera une autre grosse question. Dites-nous ce que vous avez surveillé en tactico-technique. Alex sera notamment sur les grands de Memphis et leur utilisation pendant que je vais m'occuper de la bataille des bancs. On va sortir les jumelles ? Allez, joueur à suivre, on va regarder ça. Un joueur de plus près. Tout à fait, un joueur à surveiller de très près. Alex, je te tends le micro. Qui est le joueur que tu vas surveiller à fond sur cette série ? Andrew Wiggins. Ton chouchou. C'est mon Gérard. Il fait une belle saison, mon Gérard. Hein. Il est All-Star, mon Gérard. Il est All-Star. Mais j'ai beaucoup aimé sa série contre les Nuggets. Je l'ai trouvé efficace au tir, très efficace au tir même. Il tourne à plus de 50% au tir global et même à 3 points, pour 14 ou 15 points par match. Il y a les 6 ou 7 rebonds. Il y a de la bonne défense bien disciplinée. Hier soir, enfin au moment où on tourne cette vidéo, c'était donc hier soir, j'ai un peu moins retrouvé ce Andrew Wiggins là en attaque. Il y a eu des tirs ouverts qui sont pas tombés dedans. Il y a eu parfois des lignes de drive qu'il n'a pas exploitées, où il aurait pu être plus agressif. Par contre, tu sens qu'il est bien dans cette équipe des Warriors. Tu sens qu'ils savent parfaitement l'utiliser. Ils ont parfaitement utilisé ses qualités athlétiques. Genre, on oublie, genre, voilà l'athlète de Wiggins. Genre, Wiggins, à partir de la sortie de Draymond, avec Kuminga, il a passé sa soirée à se bouffer des Jaren Jackson et des Brandon Clark. Hein. Ah, il est très dans ce rôle. Et ben, il finit avec 17 points, il finit avec 8 rebonds, il finit avec quand même de la défense. Pour peu qu'il ait été dans des pourcentages au tir un peu supérieurs, il était à 22-23 points, l'ami Wiggins, hier, et c'était l'homme du match, limite quasi, avec Jordan Poole, évidemment. Donc, son rôle va être crucial, parce qu'on voit bien que Steve Kerr n'est pas super à l'aise à trop faire jouer Kevin Looney, et donc... limite la raquette des Warriors là, on a l'impression que Steve Kerr dans sa tête, sa raquette titulaire c'est Wiggins-Draymond quoi. Ah bah bien sûr, cette série vas-y hein. Ouais, sur cette série vas-y. Alors après on verra qui tu joues. Si tu passes en demi de conf, en finale de conf, on verra qui tu joues et en fonction de qui tu joues, faudra peut-être qu'ils s'adaptent. Mais dans un premier temps, c'est sûr sur cette série, ils ont vu que les Grizzlies, Steven Adams, voilà, Tillman ça leur fait pas peur et le pari c'est de dire que Draymond et Wiggins peuvent contenir des Jaren Jackson ou des Brandon Clark et tout. Tu vois, c'est un peu ça l'idée quoi. Et du coup le rôle de Wiggins devient crucial parce qu'en fait il a des responsabilités d'intérieur en défense, il a son jeu habituel en attaque, ce qui est chiant pour l'adversaire, il a des grosses responsabilités au rebond, il doit faire parler son pouvoir athlétique, sa capacité à sauter haut et à être athlétique et à se positionner au bon endroit au bon moment. Je trouve qu'hier soir il l'a assez bien fait et qu'avec un poil plus d'application et de réussite au tir, ça peut être le gros facteur X de la série. Bah, complètement, surtout que, comme tu le dis, le côté, ils ont un côté hyper athlétique, scred, Memphis, parce qu'on parle souvent de Ja Morant, etc. Mais ils ont tellement de gars qui peuvent sauter jusqu'au plafond. On a parlé de la gravité. C'est un malade, hein. Ouais, et puis on a parlé des problèmes de gravité dans le Tennessee. Je pense qu'en effet, il faudra voir ce que ça donne avec Wiggins. Il a en effet ce rôle, comme t'en parlais, il y a eu 2-3 situations
je sais pas si c'est au poste ou sous l'arceau, où il aurait dû être plus autoritaire et où il a loupé un peu des shoots et t'avais envie de lui remettre des tartes, mais en même temps il est tellement efficace en défense et dans la rotation que t'es là genre allez, on va prendre ça pour ce qu'il a pas réussi à faire quoi. Ouais, il se replie bien en défense et tout dans les jeux de transition, putain. Les jeux de transition là, quand ils avaient un moment là, ils avaient Wiggins et Kuminga avec Clay. Mais tu peux pas faire une contre-attaque contre cette équipe. C'est impossible. Compliqué, les mecs. Tu avais en contre-attaque, t'arrives à 3. Merde, putain, ils sont déjà 3, c'est quoi ce... Tu as même Memphis. Pourtant, Memphis, ça y a du dragster, ça envoie. Ils ont eu beaucoup de mal. Ils en ont fait quelques-unes, mais ça n'a pas été facile, en fait. Et ça, tu sens que ça fait partie du plan de Steve Kerr. Et que tu sens que Wiggins, il est au cœur de ce plan. Donc... hâte de voir comment la série avance et j'espère que logiquement il devrait être beaucoup plus avec Draymond parce que là encore une fois il n'y avait pas Draymond au deuxième mi-temps, mais ouais, Wiggins pour moi peut être un très très gros facteur X. Je suis bien d'accord, quelque part il faut qu'il confirme le statut All-Star, après évidemment pas jouer comme une superstar mais juste avoir ce côté All-Star de j'étais trop important dans la qualification de ma franchise. Ouais, c'est ça, exactement, j'ai fait trop mal à l'adversaire. Je suis d'accord. Qu'est-ce que t'as toi comme joueur à suivre? Dillon Brooks, faut qu'on parle. Voyons lui. Le Game 1, ça a été dur. Game 1. J'ai envie de dire quelque part, Game 5 contre Minnesota, Game 6, Game 1. Game 5 contre Minnesota, 3 sur 18 au tir. Heureusement, Ja Morant fait un finish de dingue, donc ça gagne 3-2. Ils vont à Minnesota et Dillon Brooks, par définition, joue comme Kobe. Il est à 80% à 3 points, il joue incroyablement, et là tu dis, purée, quand même, le mec, quand il joue comme ça, c'est chaud, il défend trop bien, et en plus il attaque, il met ses shoots, etc. Et puis on bascule dans la série. Game 1 contre Golden State, 3 sur 13 au tir, 2 sur 8 à 3 points, des soucis de faute. Quelque part, il aurait même pu en avoir 6, si tu sais, il y avait eu la séquence avec Curry, là où il y a eu le replay. Le passage en force, finalement, il y a eu le challenge qui n'a pas été successful, là. Et ouais, exactement, ça aurait pu être la 6ème de Dillon Brooks, bon, c'est comme ça, et quelque part, Memphis a perdu le match au final. Mais... Dillon Brooks, on sait sur quoi on va pouvoir compter au niveau défensif. Et je pense qu'il va avoir un rôle déterminant dans cette série parce que, historiquement, il est assez bon sur le backcourt de Golden State. On va pas se mentir, sur le backcourt, je parle pas forcément de Jordan Poole. Je parle évidemment de Steph et de Clay. Il aime ce challenge défensif, de sprinter derrière les écrans, d'essayer de bien garder les mecs, d'être frustrant de par son côté intense et physique. Donc je pense qu'on va pouvoir assister à quelques belles performances défensives de Dillon Brooks sur les Splash Brothers. J'y crois parce que je trouve qu'il a le mindset et la discipline pour faire le travail. Par contre, en attaque, attention. En attaque, attention. En attaque, attention. On sait toujours, la blague, ça a toujours été la même avec Dillon Brooks. Un jour, c'est George Gervin. Le lendemain, c'est Grégory Grévin. Le problème, c'est que là, tu ne peux pas faire ça dans cette série. Tu ne peux pas faire ces espèces de montagnes russes offensives aussi large en fait, à la limite, si tu es parfois sur quelques shoots un peu moins croqués, un peu moins pris. On a eu du airball hier, on a eu des shoots d'une difficulté tellement énorme. Contre Minnesota, ça passe. Contre Golden State, tu ne peux pas. Les mecs sont trop forts en scouting, ils savent très bien quel shoot ils vont t'ouvrir. Donc tu ne peux pas foncer tête baissée comme tu le faisais avant, même si, une fois sur 3, eh bien, on va tomber sur le match à la Kobe. Parce que ça passe contre certaines franchises, mais là, la taille du challenge est beaucoup trop grande. Donc, je vais surveiller quel type de Dillon Brooks on a. D'un côté du terrain, je pense qu'en effet, on va pouvoir compter sur lui en défense, mais en attaque, je sais pas ce que t'en penses toi, Alex, mais il peut pas se permettre d'avoir des pics aussi hauts et aussi bas offensifs, Dillon Brooks. C'est pas possible. Bah, le problème, c'est que la nuit dernière, Memphis a perdu d'un point. On a dit tout à l'heure qu'il y avait eu donc 2 lay-ups potentiels de la gagne pour Ja Morant, un contré par Curry, un raté. On a dit que Jaren Jackson Jr. a été énorme au shoot de loin, mais que bon, il est capable, mais bon, s'il fait une série comme ça, on va en reparler. Et effectivement, tu as du Dillon Brooks et Desmond Bane qui ont eu beaucoup de mal à trouver la mire, quoi. Et le problème, c'est que du coup, malgré tout ça, tu perds que d'un point. Donc évidemment, les Warriors n'avaient pas Draymond et tout machin. Mais en fait, c'est parce que tu les as pas sortis du match. Il y a eu des possibilités de faire des petits trous et tout avec des gros tirs qui auraient dû et qui auraient pu rentrer. Et effectivement, Dillon Brooks, son déchet coûte cher. Là, offensif. Ouais, et plus que celui, je trouve, de Desmond Bane, parce que Desmond Bane a été maladroit, mais en tant que joueur, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un joueur propre.
C'est un joueur qui prend des shoots dans le rythme. C'est un joueur qui sait sanctionner sur pénétration ou qui s'est écarté à 3 points et prendre des ficelles. Donc il est dans le flow de l'offense. Je trouve que Dillon Brooks, parfois... Il monopolise la balle parfois. Il prend la balle et il va se dire, ok, moi je pense que je m'assois à la table de Michael et de Kobe. Tu vois, et il va foncer tête baissée. Et le problème, c'est que Golden State, quand ils voient tous... Je suis sûr que quand ils voient Dillon Brooks prendre la balle et dire « Vas-y, pose un écran, let's go, gars, on y va », et je pense que sur le staff, ils sont là genre « Oh putain ». Et boxez le rebond, les gars, boxez le rebond, parce que cette possession, rien que dans les pourcentages, si ça rentre, parfait. Et à ce moment-là, encore mieux, il va prendre confiance et il va pouvoir tenter encore plus de tirs. Mais alors si ça rentre pas, parfait. Allez-y, les gars, boxez au rebond. Et je peux pas avoir ça de la part de Dillon Brooks si Memphis veut passer au round suivant. C'est pas possible. Pas possible. Alors que compliqué de battre Golden State. Hein. Ah ouais. Hein, t'as vu, hein, c'est compliqué. C'est un petit challenge. Dans tous les cas, voilà pour les joueurs à suivre. Alex sera du côté, évidemment, d'Andrew Wiggins, qu'on retrouvera dans les 30 prévus en 30 jours. Et, bien sûr. évidemment. Et ce sera intéressant d'ailleurs de revenir sur ton Gérard, puisqu'il a été All-Star cette saison. Donc, il faudra que je me refasse la séquence. Ouais, pareil, moi aussi, je vais regarder. Dans tous les cas, dites-nous quel va être votre joueur à surveiller. Alex, je crois qu'on va devoir finir avec ce que les gens attendent le plus. Pronostico, hein, il va falloir. Hein. Allez. Nous sommes dans la section du pronostico. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous allez pronostiquer sur cette série? Il y a 1-0 pour Golden State. Ils ont repris l'avantage du terrain. Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être lent? Dans tous les cas, on va faire comme d'hab, Alex. Je vais montrer un petit bandeau et tu vas pouvoir nous détailler tout ça. Tu me dis quand j'envoie? Vas-y, envoie. Vas-y. Moi, je pense que Golden State va gagner cette série 4-2. La cote chez nos amis de Paris en Sport, elle est à 4,50. Hein, c'est pas la meilleure, enfin la plus probable. C'est pas la cote la plus, la plus basse. C'est quoi la plus basse? Il y a j'ai deux autres scores qui ont des cotes plus probables selon les bookmakers de Paris en Sport. On aura l'occasion d'en reparler, mais je veux pas spoiler, donc j'attends que tu donnes ton pronostic, on en parlera après. Toujours est-il que Warriors ou pas, ça n'empêche pas bien évidemment de ne miser que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hein. Tout à fait, faites pas les bonus. Ça change pas, voilà exactement. Surtout si vous misez sur Dillon Brooks, parce que bon, c'est aléatoire comme vient d'expliquer Bastien. 4-2 Warriors. C'est le pronostic que j'aurais mis même avant ce Game 1. Je trouve que ça ressemble bien. Le Game 1 a confirmé pas mal de choses. Aussi, son lot de surprises, hein, donc je peux pas vraiment. Puis on sait que ça va s'adapter derrière. Donc j'en tiens compte, mais pas non plus tant que ça. Je pense que les Warriors ont l'avantage de la sérénité, ont l'avantage de l'expérience dans cette série. Et ils ont réussi à ajouter de la jeunesse et des gros athlètes pour ne pas souffrir le moins possible de la grande puissance athlétique de Memphis. J'ai parlé de Wiggins, mais Kuminga, moi je trouve qu'il apporte beaucoup dans ce registre. Mine de rien, Jordan Poole, il est quand même pas bien vieux. Enfin, tu vois, ça envoie. Voilà, ils ont bien travaillé leur truc. Donc je pense qu'ils sont supérieurs. Comme ils n'ont pas l'avantage du terrain, je mets 4-2. Tu vois, ça pourrait bien passer par 3-1. Et puis faire 3-2 à Memphis, puis 4-2 à Golden State au Game 6, quelque chose comme ça par exemple. Je vois voilà. Ce type de physionomie. C'est pas mal. Évidemment, tu finis à la maison puisqu'ils n'ont pas l'avantage du terrain sur la série. Ils l'ont récupéré là, mais le Game 6 sera bien à Golden State. Et s'il y a un Game 7, il serait donc à Memphis, c'est ça? Ouais. Je suis pas sûr qu'ils en aient très envie, les Warriors, de celui-là par contre. Tu crois? Même si je suis pas sûr que Memphis en ait très envie non plus. Hein. Attention. Tu penses, ouais? Clay, Curry, Jordan Poole qui débarquent chez toi pour un Game 7, tu sais quand même, bon. Ça peut causer des problèmes, hein. Voilà. Donc, ouais, moi j'ai ça, j'ai 4 de Warriors. Toi, t'as quoi, toi? J'aime bien les Game 7. 4-3 Golden State. Terminé. Elle est à 8. Alors, sur le bracket... Alors... en 2 points, en 3 points. Bullet points. Sur le bracket d'avant playoff, lorsqu'on a fait science-fiction, j'avais mis 4-3 Memphis. Ah oui, c'est vrai. Memphis allait en finale de conférence. Donc là, maintenant, tu dis Golden State. Et au moment où la série a démarré, on s'apprêtait à faire la preview et je restais sur 4-3 à Memphis. Je pense qu'ils peuvent et qu'ils vont revenir dans cette série. Je pense vraiment qu'ils ont une combativité à Memphis que je trouve assez remarquable. Et le talent. Maintenant, cette série, c'est n'importe quoi, d'accord? Et je pense qu'on va avoir droit à des grandes montagnes russes collectives. Je
Je pense que, quelle que soit la physionomie de cette série, n'importe quelle équipe va être capable de s'ajuster. Si Memphis revient très fort et qu'ils arrivent à faire une dinguerie à l'extérieur et qu'ils mènent 3-2 en rentrant à la maison, tu vois, avant d'aller à Golden State est capable de forcer un Game 7 et après tout le monde retourne à Memphis. Si Memphis se retrouve dans une situation compliquée et qu'ils doivent même tenir en étant menés 3-2 à Golden State, ils sont tout à fait capables de le faire et de forcer un match pour rentrer à la maison. Je pense vraiment qu'on a deux équipes qui sont ultra compétitives et n'ont pas peur de la taille du challenge et de cette plateforme, de cette scène vraiment des demi-finales. Ceci étant dit, je pense que sur la plupart des match-ups, ça peut s'équilibrer. C'est extrêmement serré. On a très peu parlé en soi de la bataille des bacs courtes, mais Ja Morant et Desmond Bane versus Clay et Curry, je pense que ça peut s'équilibrer sur la série. Sur le secteur intérieur, on attend un match complet de Draymond, mais Jaren Jackson Jr., s'il a été énorme là au shoot, je pense qu'on va retrouver du meilleur Bane, du meilleur Dillon Brooks et un banc qui va un peu mieux tenir. Je veux voir si Jordan Poole peut tenir comme ça toute la série. Je pense que ça va en 7 et que sur un Game 7, tu viens de le dire, et c'était la transition parfaite pour mon bandeau, tu n'as pas envie d'affronter Steve Kerr, Kenny Atkinson, Stephen Curry, André Iguodala, qui n'a pas encore joué un match de la série évidemment, Draymond Green, etc., etc. Trop d'expérience, trop de coups de chaud potentiels. Tu ne peux pas te permettre justement d'avoir un Game 7. S'il a lieu, je crois que Golden State fera le travail. J'en veux 7, je pense que c'est une série qui va être extraordinaire, que le Game 1 c'était juste un apéro en fait de ce qu'on va vivre. Et j'ai très hâte de voir la suite. Tu penses que Memphis peut se faire battre en 7 à domicile avec un public qui peut être fou ? Oui, c'est possible, oui. Ils connaissent pas. Ce sera une expérience nouvelle pour quasiment tous leurs joueurs. Ce qui ne sera pas le cas pour les Warriors. Donc, ouais, bien sûr. Je suis pas sûr qu'il y aura un Game 7 par contre. Mais ouais, bien sûr, ouais. Cote à 8, dis donc. La cote, elle est à 8, ouais. Et d'ailleurs, je crois que pour Memphis en 7, elle est à 7. Donc dis-toi que Memphis qui termine à la maison, oui, c'est logique, c'est normal. Parce que s'il y a 7 matchs, tu mets plus Memphis peut-être à la maison, ça peut être logique. Tu parlais de cote la plus faible ? Ouais, la plus probable, selon les bookmakers de Paris en Sport, c'est le 4-0 Warriors. Lol. À 3-20. C'est pas possible. Si. Bon, bah j'ai très hâte de séquencer ça dans une semaine. Hein ? N'est-ce pas ? Moi aussi, quand j'ai lu, j'étais là. Rendez-vous dimanche en finale de conf, hein, putain. Ils sont bien confiants. Hein. Mais bon, pourquoi pas. 4-2 pour moi, Warriors, 4-3 Warriors pour toi, donc c'est Warriors du coup, Warriors en finale de conf. Ouais, nous sommes sur des Warriors en finale de conférence qui affronteront donc Dallas, puisque nous sommes d'accord sur la preview Suns. Tu sais que vu leurs soucis avec les grands, je pense qu'ils aimeraient bien jouer Dallas. Ouais, je suis bien d'accord. Non, évidemment, vous pouvez retrouver la preview de Suns Mavs, dont le Game 1 aura lieu ce soir, si je dis pas de bêtises, à Phoenix. On suivra tout ça. Dans tous les cas, Game 1 de fou furieux entre Warriors et Grizzlies, on se retrouvera demain si je dis pas de bêtises pour le Game 2 en direct. Oh non, je crois qu'il y a un gros délai entre le Game 1 et Game 2. C'est la nuit, non, c'est la nuit de mardi à mercredi, il me semble. C'est tout de suite. Après, c'est après qu'il y a beaucoup de temps. Très bien. Je crois. Dans tous les cas, on vous attend dans les commentaires à fond. Dites-nous votre pronostic, qu'est-ce que vous allez surveiller ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé sur le Game 1 ? Alex, comme d'hab, je te laisse avec le fameux mot de la fin. Le fameux mot de la fin, c'est que on a hâte de cette finale de conf Suns Warriors. Regarde-le. Séquencez-moi cette merveille. Et quand il y aura Mavs Grizzlies, vous pourrez séquencer. Exactement. On vous fait des bisous et à ciao. très très vite sur la chaîne YouTube ciao, de ciao. Trash Talk. Bisous, ciao.